Donc, dans les P, on a aussi Parkinson. Donc, la loi de Parkinson va nous aider à nous focaliser sur ce que l'on doit faire. Donc, la loi de Parkinson, ça dit en gros qu'une tâche grossit en importance et en complexité perçue en fonction du temps alloué. C'est-à-dire que plus on a de temps pour faire quelque chose, plus on s'en fait des montagnes, plus on a l'impression que c'est complexe, moins on a envie de s'y mettre, plus on est paralysé. Donc Parkinson dit, si c'est comme ça, on va se mettre des dates butoirs très courtes à soi-même pour arriver à faire diminuer l'importance et diminuer la peur par rapport à cet événement et du coup être beaucoup plus efficace. Puisque c'est ce qu'on va voir plus tard dans la procrastination, souvent quand on a l'impression qu'on est écrasé par quelque chose d'énorme à faire pour lequel on a beaucoup de temps, un projet de fin d'année, un projet de fin d'études par exemple, eh bien on va avoir tendance à pas faire grand chose tout le long et à concentrer ses efforts juste avant la date butoir. Donc c'est autant de temps perdu. Moi en plus j'ai envie de rajouter que c'est autant d'énergie perdue parce qu'on se sent pas bien, on sait qu'on devrait le faire, on culpabilise, on n'est pas à l'aise. Donc il s'agit de prendre ce que tu dois faire et de leur attribuer des dates butoirs volontairement courtes pour arriver à te forcer à concentrer ton énergie, concentrer ta motivation et ta concentration sur des dates très courtes. Ça va permettre d'augmenter ta concentration et de diriger tout ça en vue d'augmenter la qualité de l'exécution. Moi, c'est quelque chose, je ne connaissais pas cette loi il y a quelques années, mais par exemple, quand j'ai terminé mes études en école de commerce, on doit tous faire un mémoire de fin de master. Et le mémoire, c'est la hantise de beaucoup d'étudiants, puisque c'est un projet pour lequel on a beaucoup de temps, pour lequel on a tous envie de s'appliquer, mais à la fois on est un peu paralysé, puisqu'on n'a pas beaucoup d'expérience de ce genre de projet. Et c'est ce qui vient clore en beauté toutes nos études, toutes nos années d'études. Donc on peut s'en faire une montagne, on peut en grossir l'importance, on peut en grossir la complexité. Et finalement, on voit souvent des gens qui s'y mettent dans la douleur un mois avant la date limite, jour et nuit, qui souffrent véritablement, moralement, physiquement, pour s'y mettre, et qui ont passé les 6 mois d'avant en n'étant pas très à l'aise avec eux-mêmes, puisqu'ils savaient qu'ils devaient s'y mettre, ils butaient contre des difficultés, ils n'arrivaient pas à dépasser ces difficultés. Donc moi j'ai fait l'inverse, j'avais tellement peur de souffrir et de gâcher 6 mois de ma vie comme ça, que je me suis volontairement mis une date limite bien plus courte. C'est-à-dire qu'on devait rendre nos mémoires de fin d'études fin octobre, on pouvait commencer à les rendre fin juin, moi je me suis mis comme date butoir fin juin. Donc par rapport à cette date butoir, je pensais même pas que j'avais un plan B. Pour moi, ma date butoir c'était fin juin, j'ai découpé mon objectif, et je savais que début juin, j'avais besoin d'avoir rédigé déjà 80%. Du coup, je me suis mis une grosse pression sur le finish en juin, mais finalement qui a duré 15 jours. J'ai validé ma date et j'ai soutenu mon mémoire de fin d'études, je crois, première ou deuxième semaine de juillet. Par rapport à ce que j'aurais produit, j'aurais pu avoir 4 mois de plus. Honnêtement, je ne pense pas que la qualité de ce que j'aurais fait aurait été améliorée. Je ne pense pas que ça aurait rien changé sur mon plan. J'aurais peut-être pu peaufiner un peu davantage le style, corriger un peu plus. Mais honnêtement, non. J'ai eu 16. Peut-être que j'aurais pu avoir 17 et encore. Mais en tout cas, en me mettant une date butoir très courte, j'ai pas souffert. Ça n'a pas duré des mois et des mois. J'ai pu concentrer toute mon énergie derrière sur la recherche d'un travail. J'ai pu passer un été serein, avec le sentiment d'avoir atteint mes objectifs et d'avoir fait mon devoir. Bref, Parkinson m'a réussi et je ne saurais le recommander aux autres puisque c'est très efficace. Ça sous-entend d'avoir beaucoup d'autodiscipline, mais une fois qu'on s'est fixé des objectifs, il faut arriver à les tenir et c'est extrêmement libérateur.
Et enfin, je vais vous parler maintenant du dernier P. Le dernier P, c'est procrastination. Donc la procrastination, c'est un mot à la mode, c'est une notion à la mode. Beaucoup de gens disent « je procrastine » et certains disent « je ne procrastine pas du tout ». Donc est-ce qu'il y a ceux qui procrastinent et les autres? Pas forcément. Il y a Tim Urban qui a fait un super TED Talk là-dessus. Lui, il pense que tout le monde procrastine, chacun à son niveau. Je te mettrai le lien pour que tu puisses aller regarder cette vidéo qui est très inspirante. Dans tous les cas, ce que j'ai beaucoup aimé dans sa démonstration, c'est qu'il parle de notre monstre intérieur qui, juste avant une date limite, panique et nous permet de mettre en œuvre qui nous permet de tout mettre en œuvre pour atteindre nos objectifs. Puisque finalement, la procrastination, au-delà d'être un concept un peu cool, la procrastination, c'est un blocage. On remet à plus tard, on décale ce qu'on doit faire dans le temps, puisque on est bloqué. Donc, on va voir plus tard pourquoi on peut être bloqué et comment on peut se débloquer. Mais je voulais attirer ton attention sur ce qu'on ressent quand on procrastine. À court terme, dans un premier temps, on ressent souvent du plaisir, du soulagement. En fait, c'est quand on s'autorise à ne pas le faire et à se dire « ah, je le ferai demain ». Donc là, on est soulagé puisqu'on ne voulait pas s'y mettre. On a repoussé cette échéance, on ressent même du plaisir. Peut-être qu'on jubile un peu puisque du coup, c'est nous qui décidons, c'est nous qui avons le pouvoir de dire non et de repousser cette tâche à plus tard. Mais au fond, à moyen terme, à long terme, non seulement ça augmente notre niveau de stress, non seulement ça augmente notre niveau d'insatisfaction, mais souvent on ressent de la culpabilité. Donc c'est des petites émotions qui vont pas être très fortes, qui vont venir nous parasiter et qui vont venir nous manger l'énergie, puisque c'est comme si on était un ordinateur, c'est un programme de fond qui tourne et qui mange notre énergie, mange notre capacité de concentration. On se dit qu'on sait très bien qu'il faut qu'on fasse ça, on s'inquiète à l'avance de ne pas pouvoir y arriver, et à la fin on ne peut pas s'y mettre, donc émotionnellement ce n'est pas simple et ça consomme énormément de nos ressources. Donc pour arriver à mettre fin à la procrastination, il faut s'interroger pour savoir pourquoi on procrastine. Plusieurs réponses à cette question. On peut déjà dire « ah non mais je le ferai demain parce que là j'ai pas le temps ». Donc on peut s'interroger sur pourquoi on n'a pas de temps. On peut prendre un peu de recul, voir si on gère bien son temps, voir si on ne pourrait pas mettre en place une autre organisation pour avoir le temps, voir si on ne pourrait pas tout simplement rayer des choses moins utiles ou moins prioritaires pour dégager du temps pour faire ce qu'on doit faire. Moi j'aime bien l'idée qui dit qu'on n'a jamais le temps de toute façon, il faut prendre le temps, il faut faire du temps, make time. C'est-à-dire que c'est un choix, on contrôle notre vie, on pilote notre vie et quand on choisit de faire du temps, on est en pleine possession de nos moyens et on pose un acte fort. J'ai l'intention de faire du temps, j'ai l'intention de réaliser ça, donc je trouve le temps. Et je dis non. Et je trie ce que je fais, je trie les gens à qui je parle, je suis sans concession là-dessus. Après, souvent, on peut dire j'ai pas le temps, mais c'est une réponse qui en fait va cacher une autre réponse, une des autres réponses possibles. Donc il faut faire attention puisque ne pas avoir le temps, c'est une des excuses les plus couramment admises et les plus couramment répétées. Puisque si on est un peu honnête avec soi-même, souvent quand on procrastine, c'est qu'on ne sait pas faire. On commence à se mettre sur le travail qu'on doit faire, on ne sait pas par quel bout le prendre, on ne sait pas par où commencer, on ne comprend pas trop quelles sont les attentes ou vraiment ce qu'il faut faire. Et donc là on pourrait se dire non mais ça je ferai ça demain parce qu'en fait je ne sais pas comment faire. Et peut-être que d'ici là, évidemment, tu aurais pu avoir plein d'autres idées, tu aurais pu prendre du recul, ça peut venir comme ça, évidemment. Mais souvent, si tu creuses pas davantage, ça va pas venir tout seul. Donc, quand tu ne sais pas faire, le mieux, c'est de lister par écrit tes problèmes. Je ne sais pas faire pour tac, tac, tac. Et lister les questions issues de ces problèmes. Et soit tu essayes de chercher directement la réponse,
puisque tu as une question spécifique, soit n'hésite pas à demander de l'aide. Ça peut être je ne sais pas comment construire mon plan, ou je ne sais pas répondre à cette question, ou je ne sais pas où chercher des ressources documentaires pour trouver les solutions. Plus ça va être spécifique, plus tu vas arriver à comprendre ce que tu ne sais pas faire, plus tu vas avancer et sans te rendre compte, tu auras déjà tiré le fil de la bobine. Là, tu vois, ça fait fortement écho à la méthode de Pomodoro, dans laquelle la toute première étape, c'est de planifier ce que tu veux faire et c'est de planifier toutes les étapes. C'est-à-dire que dans la méthode de Pomodoro, tu détermines où tu veux aller. On se rappelle la petite phrase de Lewis Carroll. Si tu ne sais pas où tu veux aller, c'est compliqué d'aller quelque part. Ou alors, tu te laisses porter par la vie et ça t'emmène rarement au bon endroit. Mais si tu détermines vraiment où tu veux aller, c'est plus simple. Donc là, c'est pareil. Si tu sens qu'il y a quelque chose sur lequel tu n'arrives pas à te mettre, tu peux écrire concrètement pour régler ce problème, il faut que je trouve cette solution, je ne sais pas faire ça, est-ce que quelqu'un peut m'aider? On va prendre un exemple de la vie quotidienne, parce qu'on peut procrastiner aussi beaucoup de choses dans sa vie quotidienne. Par exemple, si tu as un problème avec ta banque, par exemple, il faut que je vérifie ça avec ma banque. Tu vas pas le faire, mais parce que tu n'as pas déterminé l'étape suivante. Quelle est l'étape suivante à mener? Pour résoudre ce problème de virement sur mon compte bancaire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je contacte la banque. Donc comment je contacte la banque? Alors soit je vais par téléphone, soit je me déplace en agence, soit je prends un rendez-vous. Bon, comment est-ce que je prends un rendez-vous? Donc je vais sur le site internet. Sur le site internet, je vais trouver les informations de contact. Bon, je vais envoyer un mail pour voir si je peux prendre un rendez-vous, pour voir si je peux résoudre ce problème. Et du coup, il n'y a plus de problème. Tu es déjà bien soulagé parce que tu as pré-résolu ton problème. C'est-à-dire que tu sais qu'il s'agit simplement d'aller sur le site, de te connecter, d'envoyer un mail pour demander un rendez-vous. Du coup, tu as la marche à suivre, tu as le mode d'emploi, tu le fais, tac, 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 en 5 minutes, tu l'as fait. Et là, le soulagement est incroyable. Hop, comme tu as envoyé le mail, tu as un rendez-vous, tu es obligé d'y aller, tac, tu as résolu ton problème. Alors que si tu attends, il faudrait que je résolve mon problème. En fait, tu ne prends pas les questions auxquelles il faut répondre, tu prends le problème. Moi, je te dis juste, commence à tirer un tout petit peu le fil de la pelote pour arriver à résoudre le problème petit à petit. Donc, si tu ne sais pas faire, tu notes quels sont les problèmes, tu notes qu'il faut peut-être te renseigner auprès de quelqu'un qui va venir t'aider et ça va éviter que tu repousses constamment la chose à faire. En plus, si tu ne sais pas faire, c'est pas en attendant que ça va se résoudre tout seul ou que tu sauras faire de manière comme ça. Donc, plus tu attends sans rien faire, moins ça résout ton problème, plus ça va juste te mettre en stress puisque le temps imparti va diminuer. Enfin, le troisième point qui fait qu'on procrastine le plus, c'est le perfectionnisme. C'est qu'on a tellement peur de mal faire qu'on va repousser. On va dire non, mais ça je m'y mettrai quand j'aurai révisé. Non, mais ça j'essaierai de faire ce problème quand j'aurai compris. Je ferai ce problème quand j'aurai assez de temps pour le faire. Quand je serai vraiment bien concentrée pour avoir beaucoup d'inspiration pour ma dissertation, je le ferai. Et en fait, du coup, on repousse, mais parce qu'on a peur de se confronter à nos faiblesses et au fait qu'on ne va pas y arriver. Là, du coup, ça crée un stress assez important puisque notre petit voix perfectionniste va nous dire qu'on n'est pas assez bien, que ça ne sera jamais assez parfait, que c'est peut-être pas du tout ce que le prof attend. Et du coup, ça nous entraîne très loin. Donc, si tu te poses la question et si tu arrives à la conclusion qu'en fait, tu as peur de mal faire, la seule solution, c'est de se mettre une date butoir assez courte, Parkinson. Comme ça, tu es poussé à cracher le premier jet, à te lancer. Et tu peux toujours te rassurer. Non, mais là, je fais que le premier jet, je corrigerai ou je peaufinerai derrière. C'est une des manières qui va peut-être te permettre d'arriver à franchir ce blocage. Et enfin, un petit point qui peut paraître anecdotique, mais parfois on procrastine tout simplement parce qu'au bout d'un moment, on oublie. Sur le moment, on s'était dit qu'on ferait cette action dans 2 jours.
Et puis on fait d'autres choses et on oublie. Ah oui, il fallait que je fasse ça. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je fasse ça. Donc là, il n'y a pas de mystère. Un bon système de calendrier, que ce soit en ligne ou papier, des to-do list et toujours regarder régulièrement la liste des choses que l'on doit faire. Dernière petite anecdote pour la route, si jamais tu as l'impression que tu es bloqué. Parfois on peut être bloqué, notamment lorsqu'on doit rédiger quelque chose, par le fait de l'écrire, le fait de le transcrire. On a tout dans la tête, on sait clairement ce qu'on veut dire, mais on n'arrive pas à se lancer. Donc là, une petite astuce, ça peut être de dicter avec ton téléphone, comme si tu parlais, que tu racontais à quelqu'un. Et tu peux dicter avec, sur les iPhones, il y a Siri, qui est un logiciel de reconnaissance vocale. Sur Internet, tu peux trouver de nombreux logiciels en ligne qui peuvent t'aider comme ça. Donc là, c'est très pratique puisque tu peux te mettre dans un environnement dans lequel tu te sens bien. Tu peux faire un jeu de rôle en racontant ce que tu veux écrire à quelqu'un d'autre. Et donc, tu vas dicter. Ça va se taper tout seul et après tu auras déjà une première base sur laquelle retravailler. Tu pourras déjà corriger toutes les fautes de syntaxe et d'orthographe que le logiciel a laissées, mais après venir, en ayant un peu de recul, corriger, compléter, modifier. C'est quelque chose de très libérateur puisque ça permet en un temps record, en 1 heure tu peux avoir le contenu de ta dissertation sur la table presque sans effort. Si tant est que tu l'avais déjà dans la tête. Une autre méthode, ça peut être par exemple, tu travailles sur le plan, tu écris ton plan et après tu dictes les parties intermédiaires. Et après, le plus gros du travail, ça va consister dans le travail de correction, d'édition de ce que tu fais, où là, avec un regard critique, tu vas venir consolider ce que tu as dicté de manière naturelle un peu plus tôt. Ça, c'est une super méthode, moi je l'utilise très souvent. Ça débloque beaucoup de gens qui sont parfois bloqués par le fait de concrétiser un propos, une pensée, en le couchant sur le papier.